Bienvenue pour cette troisième session en ligne des formations à distance des orbites. Le thème d'aujourd'hui sera basé principalement sur la faute antisportive qui sera présentée par notre cher ami M. Falaki de l'Égypte. Nous avons comme pays participants toujours l'Algérie, Bénin, Maroc, Mali et Sénégal. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Falaki. Bon après-midi, M. Falaki. C'est à vous. Bonjour à vous tous. Et avec la troisième session maintenant, et comme vous regardez devant vous, ça c'est la formation à distance des arbitres de faute antisportive. Avant de commencer, je salue mes copains de l'Algérie, de Bénin, de Maroc et de Mali et du Sénégal. Maintenant, pour la troisième journée, la faute antisportive. On passe directement parce qu'on a seulement 1 heure pour la présentation. On va participer cette présentation pour à peu près 40 minutes et puis on va discuter avec vous les questions que vous posez à la fin de la session. Donc, on entre dans notre premier point de faute antisportive. Vous savez tout le temps ou toujours que le sujet de faute antisportive est très intéressant. Pourquoi très intéressante? Parce que la sanction de faute antisportive est toujours 2 lancers francs plus possession. Malgré que vous voyez ce sujet dans les règles ou des officielles règles de FIBA, ça prend seulement une demi-page ou bien une page que vous pouvez lire dans 2 ou 3 minutes. Mais ça se passe toujours sur le terrain et ça, c'est une pointe très célébrée de questions qui se posent durant le match. Encore pour siffler correctement les fautes antisportives ou bien le unsportsmanlike foul, c'est une manière de bien contrôler le match, game control ou game management. Vous savez bien que les joueurs ne savent pas correctement et nettement les règles et ce qui fait des problèmes durant le match. Parce que parfois, dans le match, nous entendons cette question. « Monsieur, pourquoi vous sifflez ça, une faute antisportive, malgré qu'hier ou depuis 3 minutes, c'était une faute normale et vous l'avez sifflé une faute normale. Pourquoi cette fois-ci, c'est une faute antisportive et la dernière fois, c'était une faute faute normale ou personal foul. » Donc, toujours, on est en face des problèmes avec les joueurs qui ne comprennent pas pourquoi cette faute était sifflée antisportive ou bien cette faute était sifflée faute normale. Et c'est pour cela que le FIBA a unifié les coups de sifflet dans tous les matchs. Et c'était le but. Le but, c'est d'unifier le coup de sifflet et les raisons et les critères par lesquels on doit siffler les fautes antisportives. Nous nous rappelons du première session quand on discutait le point de contact illégal. On avait dit que il y a des mouvements de 10 joueurs dans 25 fois 15 mètres d'espace. Donc, il y aura des contacts. Pour distinguer entre les contacts légaux et les contacts illégaux, on a des 4 points d'effet qu'on doit faire attention pour considérer ce contact qui est un contact illégal. Donc, toujours, il faut faire attention au R, en anglais, RSBQ. R, c'est le rythme. Si le contact a une inflexion sur le rythme du joueur, ça veut dire s'il fait le dribble, tac, 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 et puis après le contact, on entend le tac, 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 tac. Donc, c'est le rythme du dribble a changé après le contact. Donc, le contact a fait une inflexion il a un effet sur le rythme du jeu. Encore, pour le S, c'est le speed ou la vitesse. Si le contact a un effet sur la vitesse du joueur, donc c'est un contact illégal.
Encore pour la balance, le B, balance, ou l'équilibre de balance, ou l'équilibre du joueur. Si l'équilibre du joueur est affecté par le contact, donc c'est un contact illégal. Et dernièrement, ou à la fin de ces 4 points, ça c'est le quickness ou la rapidité ou l'accélération. Si l'accélération du joueur est affectée par le contact, si l'accélération est affectée, donc on compte ce contact comme étant une faute ou contact illégal. Maintenant, pour les contacts illégaux, comment on le peut compter comme contact illégal, comme faute antisportive? Une faute antisportive, comme la définition dans les règles, c'est une faute de joueur impliquant un contact. Bien sûr, toujours, la faute antisportive doit être après un contact. Mais c'est l'arbitre de juger si oui ou non l'action est un anti-jeu. Toujours il y a des contacts, illégaux, mais c'est à juger, à l'arbitre de juger si ce contact est anti-jeu ou bien le joueur a fait un contact normal ou un contact illégal normal qui vaut seulement une faute personnelle. Pour faciliter les bonnes décisions, les arbitres doivent s'appuyer sur 5 critères officiels. Donc, le FIBA a fait une sommaire de tous les contacts durant le match pour que ça soit sifflé comme faute antisportive. Ils l'ont divisé par 5 critères officiels pour déterminer si une faute antisportive doit être sifflée ou pas. Comme on l'a dit, faute antisportive doit être à cause d'un contact. Peut-être c'est le seul qui doit être à cause du contact. Parce que parfois, faute disqualifiante, ce n'est pas nécessaire que ça c'est un contact entre les joueurs. Faute technique, bien sûr, il n'y a pas de contact dans la faute technique. Donc, c'est seulement la faute disqualifiante, la faute antisportive qui doit être à cause d'un contact. On distingue maintenant les 5 critères qu'on va voir durant cette session. Quels sont les 5 critères? À propos de ces 5 critères, on peut siffler les fautes antisportives. Donc, au commencement, comment procéder quand on siffle une faute antisportive? Il y en a 4 étapes pour siffler une faute antisportive. Première, c'est éviter le coup de sifflet émotionnel. Ça veut dire, si on voit une action ou une faute ou un contact qui est très grave, il ne faut pas réagir par soi-même. Il ne faut pas ajouter une action émotionnelle de soi-même. Seulement, faire un coup de sifflet qu'une faute était faite. Donc, on siffle la faute, commencement, on siffle la faute, comme on le voit à celui qui est sur le balance. Le premier, c'est siffler la faute et puis évaluer l'acte. Donc, je regarde ce qui s'est passé. Est-ce que, je pense, pour une fraction de seconde, est-ce que ça vaut être une faute antisportive ou ça déjà une faute personnelle normale? Donc, après qu'on siffle la faute, on évalue l'acte et puis, si c'est une faute antisportive, donc, on requalifie la faute et on ajoute une. Maintenant, je fais la faute normale, comme ça, et puis j'enlève les mains pour l'accorder comme faute antisportive. Et ne jamais siffler une faute antisportive en plus, ou après ça, vous diminuez la décision, sauf s'il y a un IRS. Donc, dès le commencement, si je siffle une faute, et puis je l'évalue et je requalifie par la faute. Mais si je fais un geste comme ça au commencement et puis je baisse la main, c'est très mauvais. Ils ne vont pas accepter, les joueurs ne vont pas accepter, et spécialement celui qui a l'équipe qui avait le ballon ou bien l'équipe
l'équipe qui va prendre sanction après le sifflet que j'ai fait. Maintenant, pour la première critère, quel est la première critère ou C1? Le C1 dit que le joueur n'a fait aucun effort ou aucune tentative pour jouer le ballon dans l'esprit et l'intention des règles. Le joueur n'a fait aucun effort de lui ou aucune tentative de jouer le ballon. Comme on regarde ici, on voit que ce joueur, le joueur bleu, c'est pas une action de jouer le ballon, ni la main gauche. Il est sur les épaules de l'adversaire et de l'autre côté, il attrape la main ou le bras de l'adversaire. Donc, c'est pas une tentative de jouer le ballon. Encore, dans cet exemple, le joueur bleu, il est à peu près à déchirer le shirt, le t-shirt de l'adversaire, du joueur qui porte le blanc. Donc, ça, c'est pas un geste de jouer le ballon. Ici encore, toutefois, si on voit un joueur ou une joueuse, bien sûr, qui attrape le t-shirt de l'adversaire, donc, ça doit être une faute antisportive. C'est pas ce joueur ou cette joueuse ne joue pas le ballon. Maintenant, c'est la plus rude, non, la plus genre de faute qu'une joueuse peut faire avec une autre. C'est la plus étrange que j'ai vue. Une joueuse qui tire les cheveux de l'adversaire. Ici encore, je pense que c'est un joueur australien. Il tire l'adversaire de sa poitrine ou de son ventre. Donc, celui-ci n'ose pas atteindre le ballon. Tout ça, ce sont encore une fois un joueur qui vient d'attraper le t-shirt. Donc, en tout cas, si un joueur, maintenant si un joueur qui essaye de jouer le ballon, il met ou il fait une faute, donc c'est accordé comme faute normale. Mais si le joueur, maintenant je veux voir ou me regarder dans je ne sais pas si ça marche ou non. Non, on continue. Monsieur Leslie, prenez la main. Monsieur Falaki est un peu coupé. C'est coupé? Oui, on ne le voit pas, mais le Falaki est bloqué. Moi, je suis bloqué maintenant, non? Oui, vous êtes bloqué, monsieur Falaki. Falaki, je prends la main ou tu veux… allô? Ton image est bloquée actuellement. Ah, d'accord. OK. Et Falaki, on ne t'entend pas. Je vais chercher mon screen alors. Hein? Tu ne m'entends pas maintenant? Non, non, je t'entends. On vous entend, mais vous n'avez pas la vidéo. La vidéo, ça marche maintenant? Non, non. Essayez de couper et de remettre. Sinon, actuellement, la vidéo est partie. La vidéo est partie? Oui, oui. Je vais essayer de la remettre encore une fois. Si tu peux continuer, dès que je partage je la partage encore une fois. Allô? Oui, tu veux pas la Falaki? Tu partages ton écran à nouveau, s'il te plaît?
Donc, je vais le partager, oui. D'accord, là c'est bon. Là, on te voit. Vous pouvez continuer. Ça marche maintenant? Je pas là qui ça marche. Oui. Non, c'est coupé. Encore une fois? Oui, c'est coupé. OK, c'est bon maintenant. Continuez la séance. Oui, on voit ma vidéo maintenant. Vous pouvez continuer. Vous regardez l'écran ou vous me regardez maintenant? Si, on vous voit. On voit on voit les manettes devant vous. Donc, vous pouvez continuer. C'est bon, monsieur Falaki, vous pouvez continuer. OK. Donc, on continue avec la présentation. Ça marche maintenant? Allô? Oui, c'est bon, Falaki, c'est bon. Tu dois maximiser ton écran et c'est bon. Ça va? Maximise ton écran. Tu étais en train de nous montrer ton écran de travail. Ah, ça va maintenant? Oui, c'est bon, Falaki, continue, c'est bon. OK, OK. Ça, c'est, on a terminé. Donc, pour maintenant, on a terminé la première critère. C'est donc, il n'y a pas aucune tentative pour jouer le ballon dans l'esprit de jeu. La deuxième critère, maintenant, la deuxième critère, c'est le contact rude. Si un joueur fait un contact rude et excessif causé par un joueur dans un effort de jouer le ballon ou de jouer l'adversaire. C'est-à-dire, comme on regarde maintenant, vous voyez ici, ce joueur, il joue, il a fait une faute très grave avec, vous voyez, une faute très grave avec l'adversaire. Cet adversaire ou ce joueur qui porte le rouge, il veut faire un lay-up et ce défenseur, il a fait une action très rude, une faute très grave avec ce joueur. Encore ici, une faute très grave avec le joueur qui porte le blanc, celui qui porte le noir. Il fait une faute très rude avec celui qui porte le blanc. Encore ici, une faute très grave avec le joueur qui porte le jaune. Maintenant, c'est très clair avec LeBron James, le défenseur, il l'attrape par le cou. Donc, c'est une faute très grave ou très rude. Encore une fois, c'est une faute très dure. Tout ça, ce sont des fautes antisportives. Donc, premièrement, on a dit un joueur qui n'a pas l'attentif de jouer sur le ballon. La deuxième, c'est si la faute est très grave ou bien très dure. Ça, c'est la deuxième critère. Maintenant, on passe à la troisième critère.
Troisième critère, qu'est-ce qu'elle dit la troisième critère? Elle dit un contact non nécessaire afin de stopper la un contact non nécessaire afin de stopper la transition ou la progression de l'équipe attaquante sans jouer le ballon. C'est-à-dire ici, si on a une équipe qui veut faire une transition. Transition, ça veut dire une équipe qui a volé le ballon, il veut faire un contre-attaque et l'équipe qui avait le ballon, il voudrait ralentir ou bien ne pas laisser l'équipe qui a volé le ballon de monter pour une nouvelle attaque. Donc, comme on voit ici, cette joueuse, elle ose d'attraper la joueuse numéro 6 par la ventre. Donc, elle ne joue pas sur le ballon et encore, elle fait tout ça pour arrêter la transition et la progression de l'équipe attaquante. Donc, pourquoi, avant de continuer, pourquoi la FIBA a fait tout ça? Elle a fait ça parce qu'elle veut continuer la tension du match et le match doit être excitant. C'est pour cela, si un défenseur, il fait stopper l'attaque de l'équipe attaquante, donc ça ralentit la vague du match ou le rythme du match. Encore ici, on voit que le joueur défenseur numéro 14, il attrape le joueur qui porte le blanc de l'équipe blanc. Maintenant, le ballon il n'ose pas jouer le ballon, il ose jouer sur le joueur seulement pour arrêter ou ralentir la progression de l'équipe attaquante. Donc, ça, c'est une faute antisportive. Encore ici, l'équipe qui porte le rouge, le joueur rouge, il attrape le joueur, pas il joue le ballon. C'est pour cela que c'est une faute antisportive. Mais faites attention, si ce joueur, il ose prendre le ballon, pas le corps du joueur, donc ça peut être sifflé comme faute normale ou faute personnelle. Faites attention ça, c'est jugeable, trop jugeable, ce cas de faute anti-sportive. Maintenant, pour continuer avec la critère numéro 3, les éléments d'analyse de l'arbitre. Quels sont les éléments de l'analyse de l'arbitre? État de lieu de la défense. Est-ce que la défense ou le joueur de la défense, est-ce qu'il se tient correctement dans une position de défense légale ou non? Ça, c'est premièrement. Deuxième, le défenseur fait-il un effort de jouer la balle ou le ballon? Comme on l'a dit dans l'écran ou le screen qui était précédente, le joueur n'ose pas, il n'a pas mis un effort pour jouer le ballon. Donc, ces deux points, ce sont les éléments d'analyse de l'arbitre. Si le contact constaté par le défenseur, celui-ci entraîne-t-il une perte de vitesse dans le déplacement? Si celui qui a le ballon, il entraîne une perte de vitesse dans le déplacement, ou bien un changement de trajectoire de porteur de ballon, ou bien un déséquilibre évident, donc, ou bien encore une perte évidente de contrôle de ballon. Donc, à cause de ces 4 points, on peut distinguer que c'était une faute anti-sportive. Maintenant, point vigilance. Un défenseur peut continuer à défendre sur le jeu de transition. Un joueur peut continuer à défendre sur le jeu de transition. Donc, il peut défendre, mais pas sur le corps de l'adversaire. Pas sur le corps de l'adversaire pour l'empêcher de continuer sa trajectoire. S'il ose d'attraper le ballon ou voler le ballon, donc c'est un contact illégal mais normal. Deuxièmement, c'est tout contact illégal sur un joueur en progression vers l'avant sur jeu de transition n'est pas systématiquement antisportif. Comme on l'a dit, pas tous les contacts illégaux doivent être une faute antisportive.
Troisièmement, le moment du contact et vitesse de déplacement du porteur de ballon, ça dépend. On voit le moment de contact, on constate le moment de contact et on analyse, puis on dit la décision ou on fait la décision finale. Signal de la décision en deux temps, call, puis décision. Donc, on call, comme on l'a dit, on colle la faute et puis on fait la décision si c'est une faute normale ou une faute antisportive. Comme on l'a dit au commencement, éviter l'émotion dans les processus de décision et puis rester avec le jeu contrôle des acteurs. Cette troisième point est très importante parce que durant les fautes antisportives, ça fait une mauvaise réaction aux joueurs avec qui on a commis, avec qui l'équipe le joueur défenseur a fait une faute antisportive. Toujours, il y a une réaction du joueur attaquant qui possédait le ballon. Donc, c'est pour cela qu'on doit rester avec le jeu pour contrôler ce qui se passera après le sifflet le coup de sifflet de faute anti-sportive. Comme on l'a dit, on fait le coup de sifflet, le signal de décision en deux temps, comme on l'a dit, éviter l'émotion dans les processus de décision et puis rester avec le jeu pour contrôler les acteurs. Comme on voit ici, l'équipe de l'Australie, il vient directement à l'arbitre. Il faut faire, comme on voit dans sa réaction sur le terrain. Quatrième critère, c'est semblable au troisième critère, mais tout le temps, j'explique ce quatrième critère comme étant, si vous voyez un match de foot, un attaquant qui prend le ballon, il se dirige directement vers le but de l'adversaire. Le défenseur fait une faute pour l'empêcher d'arriver au but. Donc, pour les matchs de foot, la décision de l'arbitre de foot, c'est directement un carton rouge. Ça, c'est la même chose ici. Si il y a un style ou un joueur qui vole le ballon, il se dirige vers le basket de l'adversaire. Donc, tout de suite, celui qui perd le ballon, il veut empêcher ce joueur d'arriver à son basket. Donc, c'est pour cela qu'il fait une réaction immédiate pour stopper l'attaquant. Ce geste immédiat, si il est commis de côté ou par la derrière, c'est une faute antisportive. Donc, ici, comme on voit ici, les règles d'avant, jusqu'à cette année, elles disaient contact commis par le dernier défenseur. C'était écrit au 37.1.1, la quatrième point. C'est écrit contact commis par le dernier défenseur sur le côté ou par derrière dans l'intention de stopper un contre-attaque avec aucun autre défenseur entre l'attaquant et le panier. Ce critère s'applique jusqu'à ce que l'attaquant commence son action de tir. On voit ici le thème dernier défenseur qui est mis dans cette phrase ou dans ce critère. Maintenant, comme on le voit dans les règles, ça c'est les règles en anglais, contact in the defensive player from behind or laterally.
Ça, c'était dans les règles de 2018 et 2019. Cette année, ça c'est la traduction en langue française, un contact latéral ou par dernier commis sur le terrain de jeu sur un adversaire par un défenseur. Et après ça, il n'y a aucun défenseur entre le joueur attaquant et le panier de l'adversaire. Cette fois-ci, où c'est les changements de mois de octobre 2020, ils ont changé le nom de défenseur par the player ou un joueur. Pourquoi ils ont changé ça? Parce que si on constate, quand une équipe il possède le ballon, donc le ballon est encore à la possession de l'équipe A. Un joueur de l'équipe B, il fait une intervention, il vient de voler le ballon. Le ballon, elle court sur le terrain. Jusqu'à maintenant, le ballon est à la possession de l'équipe A. Donc, si le joueur A, il fait une faute avec le joueur B qui a volé le ballon, donc on peut considérer, avant ça, on considérait ça une faute offensive. Maintenant, ils ont changé le nom de joueur défenseur ou joueur défensif par seulement un joueur. Maintenant, on a changé le dernier défenseur par le dernier joueur, pas le défenseur. C'est pour cela qu'on a changé le mot de défenseur à joueur. Comme on le voit ici, l'équipe bleue qui possédait le ballon, un joueur rouge, il a volé le ballon. Celui-ci, avant que le joueur rouge attrape le ballon, il a attrapé son pied, donc c'est une faute, définitivement, c'est une faute anti-sportive. Maintenant, la critère numéro 5. C'est un contact commis par une défense ou dans les dernières 2 minutes. Les dernières 2 minutes du 4e quart-temps ou de prolongation, alors que le ballon est encore dans les mains du joueur faisant le rejout de l'arbitre. Donc, on va voir maintenant sur le terrain, 4e quart-temps, ici 4e quart-temps, 2 dernières minutes, la critère de C5, on a les 10 joueurs sur le terrain et les trois arbitres, le trail, le centre et le lead. Maintenant, le ballon est hors du terrain. Le ballon est hors du terrain à la possession de l'arbitre ou bien à la possession du joueur. Si maintenant, le joueur B4, il fait une action de faute sur A1, comme on le voit ici, le ballon avec l'arbitre de trail, ou bien le joueur A5 qui est hors du terrain, et le joueur B4, il fait une faute sur A1, donc on le considère faute anti-sportive depuis le chronomètre qui fait 2 dernières minutes ou moins que ça durant la 4e quart-temps ou bien les prolongations après l'égalité du match. Maintenant, à noter, un ou des lancers francs pour la sanction des fautes anti-sportives. Un ou des lancers francs seront accordés aux joueurs
sur lequel la faute a été commise, suivi de remise en jeu depuis la ligne de remise en jeu, comme on voit ici, la ligne de remise en jeu, dans ce cas-là, ça sera fait de la ligne de remise en jeu de dans la front court de l'équipe B, ici. Donc, remise en jeu depuis la ligne de remise en jeu dans la zone avant de l'équipe et encore sur le chrono, on met seulement 14 secondes pour continuer le jeu. Si la faute antisportive est faite ou bien est commise avant le commencement de match, avant qu'on commence le match, donc les deux lancers francs doivent être faits avant l'entre-deux du commencement de match. Donc, la deuxième cas qu'on a, un entre-deux dans le cercle central pour commencer le premier quart-temps. Donc, on fait les deux lancers francs, puis on fait l'entre-deux du commencement de match. Parce que toujours, on sait que le match doit commencer par un entre-deux. En résumé, les fautes antisportives, si un joueur commet une faute antisportive, deux fautes antisportives ou bien une faute antisportive, une faute technique, ça va expulser ce joueur et il doit être disqualifié par le GD. GD veut dire Game Disqualified. Et les disqualified ou Game Disqualified, il est disqualifié du match à cause de deux fautes antisportives ou bien d'une faute antisportive et d'une faute technique. Comme résumé maintenant, on se rappelle, C1, ça veut dire, ou le premier critère, c'est un joueur jouer sur le corps de l'adversaire, pas sur le ballon, jouer sur le corps de l'adversaire. Deuxième critère, c'est un contact rude. S'il y a un contact rude avec l'adversaire, donc ça c'est le cas ou de critère numéro 2. C3, ça c'est le critère numéro 3. On le rappelle toujours par la transition. Transition de l'équipe, faute avec l'adversaire, donc c'est une faute antisportive. Critère numéro 4, le dernier joueur qui empêche l'attaquant ou celui qui possède le ballon maintenant pour faire son contre-attaque. Si c'est le dernier joueur, il n'y a aucun joueur entre celui qui possède le ballon et le basket. Donc, ça devra se siffler ou bien on fait un call de faute anti-sportive. Ces conditions, jusqu'à ce que le joueur qui possède le ballon, il commence son action de tir. S'il commence son action de tir, donc les fautes doivent être sifflées ou peuvent être sifflées faute normale ou faute personnelle. Cinquièmement ou dernièrement, en quatrième quart-temps, si le temps est moins de 2 minutes, donc faute de défenseur et la balle est hors du terrain, donc c'est la cinquième cas ou cinquième critère qu'on utilise pour la faute anti-sportive. Et c'est comme ça qu'on termine notre présentation. Et j'espère que c'est compris maintenant. Allô? Oui, ok, Falaki, merci pour la présentation des 5 critères pour la faute antisportive. On passe tout de suite aux questions. On a quelques questions. On a une question de Moussa Abba Diallo. La question est la suivante.
Très généralement, dans la zone restrictive, les pivots se tiennent les maillots. Est-ce une faute simple ou une faute antisportive? D'abord, avant toute chose, il faut intervenir. Il faut avertir les joueurs. Il faut avertir les joueurs pour que les fautes, on n'arrive pas à faute antisportive. Donc, si on voit les deux joueurs qui se tirent les maillots ou bien les shirts ou bien les shorts, donc après avertir les joueurs, on doit siffler, bien sûr, une faute anti-sportive. Nous avons une autre question de Yero Lam du Sénégal. Est-ce possible de siffler une double faute antisportive? Double faute antisportive, ça c'est une double faute. D'accord? Double faute, c'est autre chose qu'une faute antisportive. Et on doit tout le temps suivre les règles. Suivre les règles qu'on a. C'est-à-dire, si on a ces deux joueurs, ils se cognent, ils se cognent, ils se cognent, ils se cognent. Donc, vous pouvez faire deux fautes antisportives, mais à la fin, ça serait encore de double faute. Ça va? C'est bien expliqué ou non? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous voulez la mettre, U sur les deux, mais ça, U, un petit C à côté du U. U, ça veut dire faute antisportive contre le premier et le deuxième. Et ça, C, ça veut dire C qui est à côté de le U, c'est cancel. Ça veut dire les deux, on fait une faute antisportive l'un contre l'autre. OK? Maintenant, ils sont des amis. Hein? Nous avons une autre question de M. Mohamed Youssouf Sakaré du Mali. La question est la suivante. Est-ce que l'arbitre doit interpréter la faute antisportive de façon consistante tout au long de la rencontre? Pourquoi interpréter? Si on commence à interpréter n'importe quelle faute, on ne va pas terminer. Chaque fois, si on va interpréter, ça veut dire expliquer ou quoi? Non, je pense que sa question est plutôt constamment appliquer les critères tout au long de la rencontre. On doit appliquer les critères. Et bien sûr, tu ne vas pas aller au joueur ou bien au coach lui dire ça c'est C1 ou C2 ou C3. Il ne sait rien de ça. Il sait seulement que c'est une faute antisportive. Donc, il ne faut pas interpréter ou discuter pourquoi vous avez sifflé ça, une faute antisportive. Parce que nous savons que ce sont les 5 critères qu'on doit suivre. D'accord? OK. Nous avons une autre question de Alain Sosa. Et bon, là, la question est la suivante. Il explique B2 intercepte le ballon et part en contre-attaque. Le dernier joueur de l'équipe A qui veut empêcher la contre-attaque le retient par le maillot. Comment juger? Donc, si vous voulez, regardez ici. Vous dites que ça, c'est le ballon avec le joueur rouge qui est l'attaquant. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Si ce joueur qui a le ballon est le joueur bleu, maintenant, il vole le ballon et celui-ci, il l'attrape par le maillot. Donc, on a 2 cas pour siffler le faute antisportive. Premièrement, ça, c'est le dernier joueur. Il n'y a pas de joueur entre cet joueur attaquant et le basket. Ici, il n'y a pas de joueur entre l'attaquant et le basket. Encore, ce défenseur ici, il l'a attrapé par le maillot. Donc, c'est bien sûr 2 cas pour siffler la faute antisportive. Ou bien le C4, ou bien le C2, C1. Il n'a pas joué le ballon, ça c'est le C1. Et encore, le C4, ça c'est le dernier défenseur par les anciennes règles et maintenant le dernier joueur par les nouveaux règles. C'est clair maintenant?
Bon, pour moi, c'est clair. Hein, merci à la personne de confirmer et à tous les participants de confirmer si vous avez bien compris le message passé de M. Falaki. Nous avons une autre question de Khalil Yassine. C5 applicable, la critère C5 applicable uniquement dans les 2 dernières minutes de la 4e période. C5 quoi? Est-ce que le critère C5 est uniquement applicable dans les 2 dernières minutes de la 4e période? Oui, oui, C5, ça c'est dans les 2 dernières minutes. Pourquoi? Parce que tout le temps, quand il y a, vous voyez l'explication ici? Vous voyez le board? Je ne sais pas si vous voyez le board ou non. Si. Nous, ouais. Moi, je le vois. Il n'y a pas de problème. Donc, OK. À les 2 dernières minutes. Maintenant, le ballon est hors du terrain. Maintenant, l'équipe défenseur, tout le temps, il veut stopper le clock ou le temps pour qu'il peut revenir au score. C'est pour cela qu'il fait tout le temps les fautes durant les 2 dernières minutes quand le ballon est hors du terrain. C'est pour cela que le FIBA, il a affirmé que pour compter ça comme faute, n'est pas acceptable maintenant pour stopper ou bien arrêter le jeu. En même temps, dès que le ballon entre sur le terrain, on doit constater les fautes sur le terrain encore. Maintenant, on ne parle pas de C5. C5, ça veut dire la faute était commise quand le ballon était hors du terrain, soit avec l'arbitre ou soit avec le joueur. Mais dès que le ballon entre sur le terrain, parfois, pour que l'équipe défensive arrête le temps, ils font un contact direct sur le corps. Donc, ils font comme ça. Si ce joueur, il a le ballon dans les mains, le défenseur, il tape le ventre de l'attaquant. Il tape le ventre, il dit à l'arbitre, monsieur l'arbitre, maintenant l'arbitre est ici, monsieur l'arbitre, je fais une faute. Non, encore ça peut se compter comme une faute antisportive. S'il veut arrêter le temps, il n'a qu'à essayer de prendre le ballon. Maintenant, s'il essaye de prendre le ballon et il met une faute, ça peut être sifflé comme faute normale. Mais si celui-ci, il commence à faire tat sur le dos ou bien sûr, parfois il fait les fautes comme ça. On voit parfois un joueur qui veut faire n'importe quelle faute pour que l'arbitre siffle une faute. Donc, on doit tout le temps faire un essai d'attraper le ballon pour arrêter le temps. Mais retournons retournons à la question maintenant. La C5, c'est toujours les derniers 2 minutes du temps du 4e quart-temps ou bien les prolongations. Donc, c'est compris? Tu es perdu, Leslie? Non, c'est bon, Falaki. Nous avons une autre question de Alain Sosa. Et la question est la suivante. À 1 minute 50 de la fin de la rencontre, A1 a le ballon pour une remise en jeu. Quand B2 provoque un contact sur le terrain de jeu, comment juger? Bon, donc, je pense que c'est la même question qui était posée différemment par une autre personne. Donc, tu l'as déjà répondu. Oui. C'est une faute antisportive. Bien sûr. Donc, nous avons une question de Fanta Touré.
Et une faute antisportive qui coïncide avec la fin du quart-temps. Quelle sera la réparation? Si la faute avec le sifflet, le coup de sifflet final du carton, donc le joueur avec qui s'est commis la faute antisportive, il va lancer les deux lancers francs et puis au commencement du prochain carton, il va prendre le ballon hors du terrain, de ligne de cette ligne qui est avec 14 secondes. On commence le prochain carton par 14 secondes et la possession du ballon dans la partie front court, comme on le dit en anglais, et la flèche de possession reste comme elle est. Parce que ici, on continue. On va maintenant, cette équipe, et sur son terrain, on ne va pas commencer le carton de ligne médiane et on va le commencer par la ligne de front court d'ici avec 14 secondes au commencement du prochain carton. Et la flèche reste comme elle est, la flèche de possession. C'est clair comme ça? C'est bon, Falaki. Nous avons une autre question de Bassirou. Et la question est la suivante. Bassirou du Sénégal. À 1 minute 30 de la fin de la 4e période, une faute antisportive est sifflée pour l'équipe A en zone arrière. Pour un C1. OK, bon, la critère 1. Après l'exécution des lancers francs, l'entraîneur A demande un temps mort. S'il décide de faire la remise en jeu en zone arrière, cette décision doit-elle être acceptée? Comment il décide de faire de la zone arrière? La décision ou la sanction de faute antisportive, c'est 2 lancers francs plus possession de la balle de la zone d'avant avec 14 secondes. Donc, il ne peut pas prendre la ballon dans la zone arrière. Il doit continuer la sanction de la zone avant avec 14 secondes. D'accord. Nous avons une autre question de Senou Maurice Lassou du Bénin. Un défenseur pousse un attaquant de dos et celui-ci lui donne un coup de coude. N'est-ce pas une double faute antisportive? Oui, ça peut se... les deux, ils ont fait 2 fautes antisportives, les deux. On n'a pas expliqué une autre chose durant l'explication. Quand un joueur qui a le ballon dans les mains et utilise les coudes, on n'a pas expliqué durant quand il a le ballon dans les mains, il ne peut pas utiliser les coudes pour cogner l'adversaire. Il ne peut pas utiliser les coudes pour cogner l'adversaire. Parce qu'il y a parfois un joueur comme ça, il porte le ballon, comme on le voit, et pour posséder plus d'espace ou gagner plus d'espace, il pousse avec la coude. Cette action, c'est une faute antisportive. Parce que parfois, si ce joueur, il est un peu plus petit que celui-ci, ce coude peut être sur le visage. Et c'est trop grave si le coude, si ça se cogne sur le visage de l'adversaire. Donc, c'est un autre cas de faute antisportive. Il utilise le coude pour gagner de l'espace, spécialement les pivots. Avec les géants pivots, il utilise cette action pour se débarrasser des joueurs adversaires. Donc, c'est un cas
encore de faute antisportive. Oui. Une autre question de Zéro Lame du Sénégal. Après avoir sifflé la double faute antisportive, comment sera la réparation? Après quoi? Après avoir sifflé la double faute antisportive, comment sera la réparation? On continue comme n'importe quelle double faute. Si le ballon est avec une équipe, donc on continue le jeu comme si les deux actions sont éliminées l'un avec l'autre. OK? D'accord. Et une autre question de Sibaga Yatara. Est-ce qu'un arbitre peut annuler une faute antisportive après avoir donné la faute? Ça, c'est peut-être se faire, mais seulement avec l'utilisation de IRS, l'utilisation de vidéo. On peut augmenter ou diminuer le cas de faute. Si une faute personnelle et l'arbitre, il y a le système de IRS qui est utilisé dans le match, si on peut l'utiliser et l'arbitre vient s'assurer pour voir si c'est une faute antisportive ou non, donc s'il constate que la faute antisportive n'était pas commise, il peut la diminuer en une faute personnelle ou bien augmenter que ça soit une faute disqualifiante. OK? D'accord. Et une question de Maïga, Mahamadoun. Et la question est la suivante. Un joueur qui balance les coudes pour dégager le passage, même s'il n'a pas touché quelqu'un, est-ce une faute antisportive? Non, je n'ai pas continué ça. S'il utilise les coudes, il n'a pas touché l'adversaire, c'est une faute technique. S'il n'a pas touché l'adversaire. Mais s'il touche l'adversaire, faute antisportive. S'il n'a pas touché l'adversaire, il a fait ce geste, il n'a pas touché l'adversaire, avec le coude comme ça, il n'a pas touché l'adversaire, c'est une faute technique. D'accord? D'accord. Donc là, nous avons une question de Géraud Ildefonse. Quelle est la réparation pour une faute antisportive ou une double faute antisportive? Donc, je pense que tu as déjà répondu à cette question. Oui, on a répondu ça 2 fois. Donc, nous avons A4, attendez, hein, et oui, voilà, la question c'est A4 et B2 disputent un ballon qui n'appartient à personne. Et A4, dans quel du ballon ceinture B2 pour l'empêcher de récupérer, et ce, une faute antisportive ou une faute simple. Question de Basirou Koulibaly. Si ce joueur, maintenant la balle est entre deux, maintenant, ici, on va mettre le ballon. Nous deux, nous voulons attraper le ballon. Donc, le joueur vert, il va ceinturer ce joueur pour attraper le ballon. Qu'est-ce que vous pensez? Il essaye d'attraper le ballon, mais encore, il utilise les mains pour empêcher l'adversaire. Jusqu'à maintenant, c'est normal. Jusqu'à maintenant. Mais si celui-ci ne peut pas atteindre le ballon, comme si, je ne sais pas si c'est clair ou non. C'est clair avec vous? Oui, c'est bon. Moi, je le vois clairement. C'est bon. Ah. Maintenant, si ce joueur ne peut pas atteindre le ballon, comme celui-ci, il vient de ceinturer l'adversaire. Que pensez-vous? Ça, c'est une faute antisportive parce qu'il ne peut pas. Le ballon est très loin de lui. Il veut atteindre le ballon et il est complètement derrière le joueur. Il va le ceinturer pour aller attraper le ballon. Donc, c'est une faute antisportive contre le vert. Je pense que ça, c'est clair. Hein?
Si ce n'est pas, pas clair, je peux augmenter un peu. Supposons maintenant la même action qui s'est passée. Maintenant, supposons que ce sont les deux par terre, ils veulent attraper le ballon. Et voici le joueur vert, il centre le joueur rouge pour attraper le ballon. Il essaie d'attraper le ballon, mais il utilise sa main gauche. C'est une faute normale. Mais si ce joueur est très loin du ballon, le joueur vert, il attrape l'adversaire par le ventre ou par le dos pour l'empêcher d'aller attraper le ballon, donc c'est une faute antisportive. Vous voyez comment? Ça, c'est la différence. Ici, le joueur vert ne peut pas attraper le ballon. Il ne peut pas atteindre le ballon. C'est pour cela qu'il attrape le joueur. Ici, il attrape le ballon et encore empêche le joueur. Ça, c'est une faute normale. C'est clair, Leslie? Yes, yes. Pour moi c'est clair. Les participants, je pense qu'ils ont bien compris aussi l'explication avec les gestes que tu as fait avec tes poupées là. C'est bon. Hein? J'essaie tout ce que je peux. Juste un point à préciser, Falaki, c'est concernant la sanction pour les lancers francs. S'il y a un tir panier, s'il y a un tir à 3 points, il y a une faute antisportive, c'est 3 tirs. C'est bien évidemment, hein, ce n'est pas 2 tirs, mais c'est 3 tirs. Bien sûr, si la faute antisportive s'est commise contre un joueur qui tire à 3 points, donc il doit prendre 3 lancers francs plus possession. Ça, donc, je ne l'ai pas expliqué durant l'explication, oui. Effectivement aussi, s'il y a un panier qui est accordé et une faute antisportive qui fait aussi. Un lancer franc additionnel, puis possession de ballon dans la zone avant. Voilà. Nous avons une dernière question parce que là, les FIBA Afrique, le FIBA Afrique nous demande, le temps est presque écoulé là et ça passait très très vite. Dernière question, je vais prendre une dernière question de Alain Sosa. Arbitre est disqualifié parce qu'il vient de commettre sa 2e faute antisportive. Comme il ne s'agit pas d'une faute disqualifiante, il peut rester sur le banc de son équipe? Non. Ça, encore, il ne doit pas rester ni sur le banc, ni dans le gym. Il doit rester ou bien dans la vestiaire ou bien hors du gym. OK. Donc, il y a une dernière question parce que je vois cette question très intéressante. Dernière question. Le joueur attaquant ayant le ballon en main pivote en faisant passer les coudes devant le visage du défenseur sans le toucher, tout en restant dans son cylindre. Commet-il une faute technique? Donc, maintenant, ce joueur, il est dans son cylindre. Comment il est dans son cylindre? Il met le deuxième main devant les yeux du défenseur. Puisqu'il est dans son cylindre, donc, il a le droit de faire toutes choses. Ici, il est dans son cylindre. Ce joueur, il est dans son cylindre. Il peut utiliser tout ce qu'il veut puisqu'il est dans son cylindre. Dès qu'il utilise sa main gauche devant les yeux de l'adversaire, donc il n'est pas dans son cylindre. C'est clair avec les poupées? Oui, moi, je le vois très bien. Donc, maintenant, ce n'est pas dans son cylindre. Ça peut être une faute technique, puisqu'il ne touche pas le visage de l'adversaire. Parce que c'est la responsabilité de l'attaquant qui a entré dans le cylindre du défenseur. D'accord? D'accord, Falaki. Donc, sur ce, les participants, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui pour cette 3e session sur la faute antisportive. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière session, la 4e session qui sera animée par moi-même.
soit la session sera sur l'action de tir. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous demain après-midi à la même heure. Je passe la parole à Faraki pour la conclusion. Oui, à la conclusion, je serai avec toi encore avec mon équipe rouge et vert pour expliquer toutes les actions de demain d'action de tir. Nous sommes une équipe très collaborative. Et je suis très content d'être avec vous pour la 3e journée. Mais je ne suis pas content parce que demain, ça sera la dernière journée. On ne se verra jamais encore. Donc, en espérant que tout était bien expliqué aujourd'hui et que vous avez compris le thème d'aujourd'hui, on se verra demain à 1 heure avant ça. Et à demain et au revoir, mes chers copains. Au revoir à tout le monde. Bye. À demain. Au revoir.